John Barson. Donc l'enregistrement commence maintenant. Normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir effectivement enregistrement. Qui dit enregistrement dit diffusion ultérieurement. Donc, si parmi certains d'entre vous, vous ne souhaitez pas apparaître, ben, il suffit d'enlever votre image en appuyant sur vidéo. Je viens de le faire. Il suffit de le faire si vous souhaitez ne pas apparaître. Lors de la discussion, on- ah bah, il y en a un qui m'appelle au téléphone. Je suis désolé, je ne peux pas tout faire à la fois. Oui, ok, ça marche. Euh, euh, pour la discussion, on fera comme on fait d'habitude. Lorsque voudrez intervenir, il suffira de prendre à réagir ce que je viens de faire. On lève la main et surtout, après l'avoir levé et être intervenu, on n'oublie pas de baisser la main, ce que je viens de faire. Donc, c'est une visio en- qui est prévue de durer jusqu'à 20h30. En général, on évite de déborder parce qu'à partir de 20h30, les amis et camarades ont tendance à s'éloigner les uns après les autres, et donc ce n'est pas une bonne idée de finir en voyant les gens partir les uns après les autres. Donc on va essayer de tenir jusqu'à 20h30. On peut éventuellement déborder, mais très peu. Voilà. Donc c'est John Barsman, notre ami et camarade, qui est chargé de faire l'introduction. John, pour ceux qui l'ignorent, est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université du Havre. Elle est aussi un camarade de l'équipe d'animation de la Commission internationale. Et la thématique de ce soir, c'est la perspective des élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, élections qui ont toujours et en général un impact à la fois sur ce qui va se passer dans le pays où ces élections ont lieu, mais qui, cette fois-ci, ont un aspect encore plus important parce que, au-delà de cet aspect intérieur au pays, les répercussions éventuelles dans l'hypothèse où Trump serait élu auraient des conséquences extrêmement importantes et très fortes. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Normalement, des amis et camarades du cercle Condorcet du Doubs qui sont intéressés par la conférence et sur le thème qui est prévu pour ce soir doivent nous rejoindre. On vient de me dire qu'ils avaient des problèmes de connexion. Bah, s'ils arrivent à venir, j'espère pour eux qu'ils pourront, et donc ils seront les bienvenus. Je propose donc de donner la parole à John qui va faire l'introduction sur cette discussion. À toi, John. J'ai oublié, Bon, attends, avant que tu commences, pour les autres, s'il vous plaît, éteignez vos micros en appuyant le fer de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond dans la discussion. John, à toi. merci Henri. Bonsoir à toutes et tous, et en particulier à ceux et celles du Cercle Condorcet, que je suis content de retrouver. Euh, la présentation que je fais ce soir, elle s'appuie sur l'article que je viens de soumettre à Contretemps, qui est un peu plus développé, auquel vous pouvez vous tourner dans les jours ou semaines qui viennent. Euh, Comme Henri l'a dit, il y a non seulement des enjeux internationaux, mais il y a un peu un intérêt, une passion dans le monde entier pour savoir qui va gagner, Kamala Harris ou Donald Trump aux États-Unis. Et donc, je pensais brièvement résumer
ces enjeux, qui expliquent cet intérêt, et puis expliquer un peu la situation aux États-Unis en 20 minutes, en pointant quelques sujets, en prenant l'exemple du Michigan, qui est pas mal dans les nouvelles en ce moment, et puis ensuite en discutant le concept d'État bascule et le système politique, ce que moi je pourrais appeler les réservoirs de résistance au Trumpisme, c'est les secteurs sociaux qui sont vraiment pas du tout trumpistes. La menace trumpiste, est-ce qu'elle est aussi grave qu'on le dit? Et puis les options à gauche, la gauche étant bien plus petite aux États-Unis qu'en France. Alors, le premier point, c'est sur euh, les enjeux internationaux. Je crois qu'ils se concentrent sur deux grandes questions, la question de la Palestine et la question de l'Ukraine. Alors, il y a évidemment un fond commun énorme entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Depuis 80 ans, il y a ce qu'ils appellent aux États-Unis la politique extérieure bipartisane. C'est que des nuances qui sont l'objet de divergences. Donc, mais cette fois-ci, d'une part, la question de Palestine est, est plus incertaine, et donc même les petites différences comptent beaucoup. Et la question de l'Ukraine est une question énormément importante. Et sur ces deux questions, il y a quand même des divergences. Alors, euh, Biden, il y a toute une série de mouvements aux États-Unis qu'il appelle Genocide Biden, Monsieur Génocide Biden. Euh, euh, et Kamala Harris est forcée de suivre, puisqu'elle est vice-présidente, il n'est pas question qu'elle fasse le moindre geste en désaccord. Euh, Néanmoins, si on compare Biden-Harris à Trump, Trump est 100 fois plus pro-Netanyahou, pro-délire, pro la politique agressive de Netanyahou que Biden. Biden fait des bruits qu'il faut être plus proportionné, qu'il faut être plus humanitaire, parfois des petits gestes. Trump, après tout, c'est lui qui a reconnu Jérusalem comme la capitale de l'Israël. Alors, et puis, quand Netanyahou est venu aux États-Unis tout récemment pour essayer de consolider son soutien, euh, Kamala Harris a fait un geste. Elle n'a pas, alors qu'elle est présidente, qu'elle préside automatiquement le Sénat en tant que vice-présidente, elle a choisi de ne pas être là, ce qui est un peu un geste. Puis ensuite, elle a dit qu'il fallait augmenter les mesures humanitaires. Et je pense sur la Palestine, il y a aussi un autre aspect entre Trump et Kamala Harris, qui est la répression du mouvement. On peut être sûr qu'avec Trump au pouvoir, la répression des mouvements pro-palestiniens aux États-Unis sera bien plus forte que celle que Kamala Harris développerait. Deuxième point international qui attire l'attention, c'est l'Ukraine. Biden et Kamala Harris donnent un soutien à l'Ukraine, mais les Ukrainiens se sont plaints que c'est pas assez, que c'est un peu dosé, que certains disent au compte-gouttes. C'est juste assez pour pas subir une défaite, mais pas assez pour vraiment vaincre. Donc on pense qu'il y a sans doute une crainte chez Biden d'un effondrement de Poutine et de son régime qui libérerait des forces incontrôlables dans la Fédération de Russie. Mais là, la différence est beaucoup plus grande avec Trump, puisque Trump annonce régulièrement qu'il lui suffira d'un jour pour régler la question de l'Ukraine,
ce qui laisse entendre qu'il s'entendra avec Poutine Mm. pour céder des concessions très importantes, sans doute, ça c'est plus spéculatif, sans doute dans l'espoir d'attirer la Russie et Poutine dans un axe anti-Chine, puisqu'il y a quelques divergences quand même entre la Chine et la Russie. Voilà. Donc pour ces deux raisons quand même, tous les yeux sont braqués sur l'issue de la situation américaine. Alors le premier examen que je propose, c'est la situation du Michigan. Le Michigan, c'est un État du Midwest très industriel, c'est l'ancienne capitale de l'automobile, et justement à la fin de l'industrie automobile, euh, quand les gens un peu avertis commençaient à déserter l'industrie, les grands industriels de l'automobile ont décidé d'importer de la main-d'œuvre étrangère, et ça a commencé bizarrement par des Yéménites. Et puis, il y a toute une immigration d'origine arabe dans le Michigan. Il y a notamment une banlieue anciennement ouvrière et industrielle de Détroit qui est Dearborn, qui a un maire euh, qui est d'origine libanaise chiite, qui s'appelle Abdullah Hamoud. Et donc, il y a une population de 200, alors 206 000 inscrits sur les listes électorales qui sont musulmans, qui sont considérés musulmans, sur, quand même, il faut garder les proportions, 8 430 000 voteurs, électeurs dans le Michigan, 206 000, dont 206 000 musulmans. Alors, le problème, c'est que le Michigan est un État bascule, donc il a 16 grands électeurs qui iront tous au vainqueur. Donc c'est 0 ou 16 pour Trump. Et les derniers sondages donnaient la situation dans le Michigan à peu près 49-49 ou 50-50. Et donc un faible nombre de voix peut faire basculer les 16 grands électeurs dont Kamala Harris a besoin pour battre Trump. Alors, naturellement, tout le monde était au courant de ça. Donc, il y a eu un mouvement pour le Congrès démocrate où Kamala Harris a été nommée, qui s'appuyait surtout sur des militants démocrates palestiniens, arabes ou musulmans américains et d'autres qui s'appelaient les non-engagés, les uncommitted. Et il disait, nous ne voterons pas dans les primaires pour Kamala Harris si elle ne fait pas de gestes plus forts en faveur des Palestiniens. Ils ont eu 30 délégués au Congrès. Ils ont eu assez peu de manifestants dans leurs manifestations. Il y a eu 2000 manifestants à Chicago. Et depuis, il y a eu une certaine évolution. Alors, le maire de Dearborn, Abdullah Hamoud, il avait soutenu, en 2020, il avait soutenu Bernie Sanders. Et ensuite, il s'est rallié à Biden. Et là, il donne des signes d'envisager de voter pour la candidate verte, Jill Stein. Donc, il y a toutes sortes de pressions qui s'exercent. Et évidemment, les Trumpistes sont très contents parce qu'ils se disent, moins il y a de voix pour Harris, plus on a de chances d'importer les 16 grands électeurs du Michigan. Donc il y a deux organisations. Une organisation d'électeurs arabes américains qui s'appelle M-Gage et qui, elle a carrément décidé d'appeler à voter Harris. Et puis, il y a une certaine évolution de les non-engagés
les uncommitted, qui en sont maintenant à dire que il faut surtout pas voter pour Trump et il faut voter en pensant à quel candidat euh, amènera les conditions les meilleures pour militer pour la Palestine aux États-Unis. Ce qui est compris comme un appel à voter pour Harris. C'est pas encore clair, mais il y a un espoir dans ce sens-là. Donc tout ça, c'est pour vous dire à quel point les choses sont incertaines, délicates. L'équilibre dans le Michigan, on voit que c'est pas euh, net. Et chaque jour amène des nouveaux événements dans un sens ou dans l'autre. Deuxième point, c'est sur la question du système politique et des États bascules. Vous le voyez à travers ce que je viens de dire sur le Michigan. Il y a toutes sortes de clauses de la Constitution américaine qui sont pas très démocratiques, hein. La question des États bascules, c'est que si un parti concentre une quantité, une population énorme dans quelques États, il aura les voix il aura les grands électeurs de cet État, mais s'il a tous les autres, enfin les États les plus peuplés, mais tous les autres peuvent euh, compenser ces États. Donc, dans les dernières élections, il y avait quand même un écart beaucoup plus grand entre Biden, qui avait dans les 52%, et Trump, qui finalement n'a eu que 47-48%. Mais la différence en grands électeurs était beaucoup plus faible. Alors, il y a d'autres, j'avais détaillé dans un article il y a 4 ans, quand il y avait la course entre Biden et Trump déjà, l'écart entre la population générale en âge de voter et le nombre de personnes qui votent. C'est un écart beaucoup plus grand qu'en France. Il y a d'abord 11 millions de personnes sans papier. Donc ils sont résidents, ils vivent, ils travaillent, ils font des enfants, ils vont à l'école, ils payent des impôts et ils votent pas, ils peuvent pas voter. Ensuite, il y a les résidents non citoyens, hein, les étrangers qui sont établis là. Donc, il y a une forte immigration aux États-Unis et avec les différentes réformes, il y en a qui ont obtenu des permis de résidence, mais ils n'ont pas le droit de vote. Ensuite, parmi les résidents qui ont le droit de vote, il y a un taux d'inscription sur les listes électorales faible. Et donc, les républicains essayent de diminuer le nombre d'inscrits en rendant plus difficile l'inscription sur les listes électorales. Par exemple, chaque fois qu'on déménage, et aux États-Unis on déménage beaucoup, il faut de nouveau s'inscrire et c'est parfois difficile. Il y a aussi la catégorie des félons. C'est ceux qui ont été condamnés à un crime d'un certain niveau. Ça fait 1,6 million de félons qui n'ont pas le droit de vote, dont une bonne partie sont d'origine africaine-américaine ou d'autres minorités. Donc, il y a aussi la question il n'y a pas de financement public des campagnes électorales. Par contre, il y a, les donateurs privés peuvent donner des milliards, il n'y a pas de limite. Et donc, c'est comme ça que, par exemple, Elon Musk affiche qu'il soutient Trump. Euh, toutes ces questions font partie de la contestation de gauche, qu'il faut démocratiser le système électoral américain. Mais pour l'instant, on reste sur ces États bascules. Donc il y a le Michigan, par exemple, la Pennsylvanie, le Wisconsin et d'autres, la Géorgie. Et les choses restent indécises. Alors, les réservoirs de résistance, donc c'est ce que j'appelle réservoir de résistance, c'est les catégories de la population qui ont en général été travaillées par des mouvements sociaux importants et qui votent très largement pour
Kamala Harris. Alors, le numéro un, c'est les jeunes. Ça réchauffe le cœur. Presque 80% des jeunes aux États-Unis annoncent qu'ils vont voter pour Kamala Harris. Un peu plus les jeunes femmes. Et puis ça a encore augmenté quand il y a eu la chanteuse qui a donné son soutien à Kamala Harris. Deuxième grande catégorie, les femmes. Les femmes, il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu une mobilisation très importante en défense du droit de choisir au cours des dernières années, surtout quand la Cour suprême a invalidé la décision Roe contre Wade de 1970 qui avait rendu légal l'avortement dans tous les États des États-Unis. La formule, c'était que aucun État n'a le droit de limiter le droit des citoyennes à choisir un avortement ou pas. Et cette décision a été renversée. La nouvelle décision qui s'appelle Dobbs de la Cour suprême, c'est que chaque État peut décider des conditions dans lesquelles l'avortement est légal ou pas. Donc il y a déjà 14 États qui l'ont rendu quasiment illégal. Et ça a suscité des grandes mobilisations et ça a suscité aussi un très net, ça a été vu dans les sondages, nombre d'inscriptions. Les femmes, depuis 2 ans, les femmes s'inscrivent de plus en plus sur les listes électorales pour voter. Donc c'est à peu près 70%. Ensuite, il y a les syndiqués. Donc aux États-Unis, je suppose que dans beaucoup d'endroits, avoir le soutien de la classe ouvrière, bon, on l'appelle classe travailleuse ou classe ouvrière ou les vrais travailleurs, ceux qui se lèvent tôt le matin, c'est bien, c'est positif pour un candidat. Et donc, Trump dit, j'ai le soutien de la classe ouvrière. Kamala Harris dit aussi, j'ai le soutien de la classe ouvrière. Alors, quand on gratte un peu, la classe ouvrière, d'abord, il faut écarter. John, tu as éteint ton micro. John, tu as éteint ton... Voilà. Voilà, c'est reparti. Il y avait écrit l'hôte a désactivé votre micro. Bon, c'est bon, ça Oui. marche. Donc, dans les calculs des sondeurs, ils considèrent comme classe ouvrière les 25% de la population, ceux qui n'ont pas de diplôme. Or, on sait qu'il y a beaucoup d'infirmières et d'enseignants, par exemple, qui sont très syndiqués et qui ont des diplômes. Et il y a aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs ou de milliardaires qui n'ont fait aucune étude. Donc, il y a déjà un problème là, mais de façon plus significative, c'est les syndiqués, c'est la classe ouvrière syndiquée ou susceptible de se syndiquer qui vote massivement pour Kamala Harris. Et c'est les éléments plus dispersés qui votent Très faible. Trump. Hein? Lequel? Lui? S'il vous plaît, laissez parler et Oui. on Ensuite, discutera après. parmi les catégories sociales sur lesquelles Kamala Harris peut compter, il y a les groupes qui votent traditionnellement démocrates à des très fortes majorités. Et ça reste le cas. Le pourcentage des Africains-Américains qui va voter pour Kamala, qui prévoit de voter pour Kamala Harris, est dans les 70-75%. C'est pas aussi fort qu'il y a 50 ans, mais ça reste très très fort. Et le fait que Kamala Harris soit considérée comme africaine-américaine, son père est jamaïcain, immigré aux États-Unis, elle est née aux États-Unis, elle a grandi dans une communauté africaine-américaine. Le fait qu'elle soit africaine-américaine elle-même mobilise massivement
comme pour Barack Obama, la communauté noire américaine. Très fort mobilisation aussi chez les hispaniques américains, euh, dans les 60%. Les Américains d'origine juive, c'est pas un vote massif, mais c'est un vote traditionnellement très fort pour les démocrates. Et de nouveau, ils votent démocrate, malgré les tentatives de séduction de la part de Trump. Alors, les problèmes, c'est que dans les milieux ouvriers, il y a la question de l'inflation. Alors, très grossièrement, il y a eu des grosses dépenses et des subventions en tout genre dans les 2 premières années à cause de l'épidémie de la Covid. Et en 23 et 24, ça a déclenché un certain taux d'inflation. Et ceux qui regardent le prix de l'essence, le prix du caddie au supermarché, voient que ça a augmenté. Alors les démocrates essayent de dire, oui, c'est en train de baisser de nouveau. Donc il y a une partie de ce qui devrait normalement voter pour Kamala Harris qui est un peu fragile là-dessus. L'immigration, Kamala Harris ne se démarque pas tellement des mesures de Trump qui cherche à limiter, contrôler l'immigration. Sauf Kamala Harris se démarque en critiquant les attaques violentes de Trump contre l'immigration, comme le truc célèbre récemment où il a dit que les Haïtiens de Springfield dans l'Ohio mangeaient les chats, les petits chats et les petits chiens de leurs voisins. Donc, déchaînement. Et puis, Kamala Harris n'est pas tellement marquée sur l'environnement. C'est un problème. Alors, quatrième point, la menace trumpiste est-elle réelle? Alors, il y a des vieux militants qui disent qu'il y a toujours eu de l'extrême droite, il y a toujours eu des menaces contre les droits civiques. Donc la question c'est est-ce que la menace trumpiste est plus conséquente et mérite des mesures nouvelles, inhabituelles pour la gauche. Le premier élément très fort, c'est les nominations à la Cour suprême. La Cour suprême a désormais une forte majorité trumpiste qui a déjà agi sur l'avortement, donc rendant l'avortement plus difficile, et elle prendra des mesures semblables. Elle a déjà pris des mesures sur l'immigration, sur la séparation des enfants et des parents, ce genre de choses. Deuxième, c'est le développement des milices armées et des groupes d'influence. Alors j'ai fait la liste de toutes celles que j'ai trouvées, mais il y a les plus connus, c'est les Oath Keepers et les Proud Boys. Certaines, et ces milices sont apparues dans le mouvement Black Lives Matter et pendant les élections. Elles ont fait des manifestations, des parades autour des centres de vote. Et donc elles continuent d'exister. Et il y a des groupes d'influence plus, enfin, qui ne sont pas hein, des groupes qui font pas des balades dans la forêt avec des armes, qui sont plutôt des groupes de discussion, des groupes d'influence, comme le Tea Party, le parti du thé, qui évoque la révolution américaine et qui soutiennent à fond Trump. Il y a les églises chrétiennes évangéliques qui, elles, mordent un peu sur les Africains. Il y a des Africains, il y a des églises africaines américaines évangéliques qui suivent un peu ce mouvement.
euh, il y a des offensives sur l'avortement et sur l'immigration avec des groupes trumpistes mobilisés sur ces questions, avec des manifestations dans les rues. Et il y a même dans le projet 2025 qui est produit par la Fondation Héritage, c'est la Fondation Patrimoine. C'est un institut de réflexion de Trump qui a été chargé de préparer le programme qu'il faudra appliquer dès que Trump est élu. Et dès que Trump ou un autre comme lui sera élu. Et donc, c'est toute une série de mesures, parmi lesquelles il y a bien sûr la limitation du nombre des électeurs, mais aussi un projet de syndicat corporatiste, c'est-à-dire encourager, offrir la possibilité et encourager euh, des, la non-reconnaissance des syndicats actuels et la reconnaissance à leur place d'un groupement patronal de patrons et de syndiqués et d'ouvriers dans la même. Voilà. Donc tout ça, c'est très dangereux, mais je pense que surtout, c'est qu'on a vu que toutes ces menaces sont pratiques, sont immédiates, puisqu'elles ont été déjà testées, elles ont été mises en œuvre en, autour des élections en 2020 et ensuite dans l'émeute du 6 janvier 2021. Et les, les coupables qui ont été pris la main dans le sac ont été arrêtés et condamnés, mais tous ceux qui soutiennent tout ça restent mobilisés et prêts à intervenir. Donc, il y a les menaces d'intervention des milices et la menace de Trump qui dit que je proclamerai la loi martiale, dès mon premier jour, je ferai arrêter une série de gens, j'amnistierai une série d'autres. Enfin, c'est très concret et très immédiat et, à mon avis, ça justifie des mesures d'urgence comme de voter pour Harris. C'est justement la question de que faire face à cela. Donc les options à gauche, parce que la grande masse des gens démocratiques, humanistes, se posent pas la question. Hein. C'est comme la Harris, c'est vite fait. Mais dans la gauche, il y a une tradition de radicalité, une tradition de tabou contre le vote démocrate, c'est plus difficile. Dans la gauche qui tient beaucoup à la Palestine, qui tient beaucoup aux droits des immigrés, à l'accueil des immigrés, qui tient beaucoup à l'environnement, c'est plus difficile de faire ce choix. Et donc, quelles sont les options qui sont discutées à gauche? Alors, il faut signaler qu'il y a plusieurs organisations, dont la plus grosse, la démocrate, DSA, DSA, Socialistes démocratiques d'Amérique, qui a environ 60 000 membres, elle a décidé de ne pas prendre position. Elle, ça rappelle un peu ensemble dans la dernière élection présidentielle, je crois. Enfin, DSA ne prend pas position officiellement. Il y a plusieurs courants. Et même à l'extrême gauche, nos camarades de Solidarity, eux aussi ont plusieurs positions. Alors, quelles sont ces positions? Il y a la position majoritaire et dominante depuis toujours, c'est qu'il faut essayer de transformer le Parti démocrate en faisant un entrisme à très long terme et en essayant de chasser les réactionnaires du Parti démocrate et de le transformer en parti travailliste à l'anglaise. Donc on vote évidemment pour Harris, on s'investit dans la campagne démocrate, on fait la campagne de Harris en essayant de la gauchiser un peu. Deuxième option, c'est voter Harris malgré la structure du Parti démocrate, malgré son programme, en espérant que la partie saine du Parti démocrate, les Africains américains, les syndiqués, les femmes, les mouvements sociaux, les environnementalistes en sortiront. Et on vote Harris avec notre propre campagne, avec une campagne propre,
qui signale le danger, la menace trumpiste et la nécessité de gagner encore 4 ans de répit pour faire un travail anti-trumpiste à la base. Troisième candidature, celle du Parti vert, Jill Stein. Donc, le Parti vert à son maximum en 2000, c'était Ralph Nader. Le candidat, il a eu 2,7%. Et puis, il y a la doctoresse, euh, Jill Stein, qui a pris la direction. Et ces sondages lui donnent plutôt 1%, mais c'est 1% mal réparti. Par exemple, dans le Michigan, elle pourrait être à 12%, ce qui ferait, ce qui ferait du mal à Harris. Et donc, le dernier candidat, Howie Hawkins, qui était candidat en 2020, parce que le Parti vert avait pensé que Jill Stein n'était pas une bonne candidate, Howie Hawkins propose que ceux qui veulent voter vert le fassent seulement en dehors des États bascules. Et il y a même des formules pour des échanges où un habitant d'un État bascule dit je vote pour Kamala Harris, si toi dans l'État non bascule tu votes pour Jill Stein. Un autre problème de Jill Stein, c'est qu'elle est très campiste. Elle ne soutient pas du tout les Ukrainiens. Euh, elle, elle soutient plutôt, enfin, entre nous, on dirait pro-Poutine, mais toutes les mesures de paix proposées par Poutine, elle est plutôt pour. Donc, c'est quand même un vote assez curieux. D'accord. Un autre, comment? Un Non, autre non, du non, même, on discutera après, les amis. un autre du même genre, c'est Cornel West, intellectuel noir, universitaire, théologien, qui a été dans tous les mouvements radicaux depuis les droits civiques, qui a été au Parti vert et qui décide de se présenter lui-même. Lui aussi, il est campiste, il soutient le Sud global, il soutient la Chine, pas Sud global au sens de le groupe des BRICS, la politique. Euh, hein, mais il est campiste et il semble que le Parti républicain ait décidé qu'il est utile parce qu'il enlève des voix à Kamala Harris. Donc, il a une petite poussée. Enfin, il arrive à obtenir des soutiens qu'on soupçonne beaucoup venir des républicains. Dernière option, la cinquième option, que beaucoup de camarades avec qui j'ai milité ont celle-là, c'est que ne nous embête pas avec tes histoires de menaces fascistes. Ça fait 60 ans qu'on nous dit ça pour nous convaincre de voter pour des démocrates qui font le lit du fascisme. Je préfère consacrer mon temps à des causes, à la construction de mouvements sociaux par en bas qui lutteront pour la démocratie sous une présidence Trump ou une présidence Harris. Donc moi, je les appelle les par en bas, les basistes. Ils pensent qu'on peut s'abstenir de participer à la campagne électorale. Hein, mais le problème, c'est que si on fait cette position de 100% d'investissement sur le terrain à la base, sans prendre position, on ne dénonce pas la menace trumpiste sur la démocratie. Il n'y a pas de campagne électorale. Voilà. Donc, vous l'avez sans doute compris, moi je suis plutôt pour un vote critique pour Kamala Harris, mais on va voir qu'est-ce que vous en pensez. Ben, merci bien, John, d'avoir fait cette présentation générale. Comme il se Merci pour doit, toutes ces infos. Janie, euh, ce que on essaye de faire maintenant, voilà, je revois tout le monde. Ben, si vous souhaitez intervenir, ben, vous levez votre main et je donnerai la parole à ceux qui lèvent la main. Ce serait bien de ne pas hésiter. Ça y est, j'ai déjà vu
Stéphane. Ben, je n'ai que Stéphane. Stéphane, à toi. Micro, Stéphane. Oui, oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci John, c'est très, très intéressant. Ah, euh, c'est- c'est- Parfois, ça fait dresser les cheveux sur la tête hein, quand, voyant ce que tu nous informes concernant les abstentionnistes ou ceux qui font le signe d'égalité entre Kamala Harris et Trump. C'est quand même hallucinant, mais bon, c'est pas seulement aux États-Unis hein, que ça existe malheureusement. Moi, j'ai une question. Euh, dans les précédentes élections que Trump avait gagnées, et y compris dans les votes, dans les suivantes que Biden a gagné, euh, une partie importante, je ne sais pas laquelle, mais une partie importante de la classe ouvrière, notamment dans des États industrialisés où l'industrie a périclité et le chômage est énorme, ont voté Trump. Euh, Est-ce que il y a une modification de ce vote? Est-ce qu'il y a un changement ou est-ce que ce sont toujours des secteurs déshérités de la classe ouvrière, un peu comme le nord de la France qui vote, qui a jadis voté communiste et qui maintenant vote fasciste? Euh, Est-ce que c'est un électorat fidèle à Trump ou est-ce qu'il y a des modifications? Et deuxième question liée à cela, euh, est-ce que tous les syndicats et tous les syndiqués voteront démocrate, Kamala Harris, ou est-ce qu'une partie va voter Trump? Voilà, merci. Alors, comme on essaye de le faire à chaque fois, s'il y a des camarades femmes qui interviennent, bien entendu, je les mettrai en priorité, mais pour le moment, après Stéphane, j'ai Jean-Claude, Jean-Paul et Jean-Marie. Ben, je donne la parole à Jean-Claude. Non, c'était Jean-Marie avant moi, mais enfin bon. J'ai aucune autre. Allez, vas-y. Ok. Non, moi j'avais une question sur la Palestine. Euh, Doubiste. comment? Et Israël. J'aimerais bien que John, s'il peut, développe un peu plus cette question sur le lien qui apparaît totalement indissoluble entre les États-Unis et l'État d'Israël. Alors, quand j'étais plus jeune, dans les années 70, etc., on comprenait que pour les États-Unis, Israël, c'était le gendarme du Moyen-Orient. Parce qu'il y avait le nasserisme, il y avait la révolution arabe, il y avait le pétrole, les ressources, etc. Donc on comprenait bien pourquoi il y avait besoin d'une tête de pont de l'impérialisme mondial complètement là pour faire l'ordre. Aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu le sentiment que tout cela n'est pas exactement la même configuration. Par contre, le soutien indéfectible des États-Unis à Israël me paraît assez hallucinant, surtout qu'il est en contradiction totale avec les discours de Biden sur l'Ukraine. Donc là, il y a quelque chose qui me perturbe dans la compréhension de cette histoire par rapport à l'histoire longue. Alors j'ai bien compris ce que tu as dit au début, c'est-à-dire la politique bipartisane. Mais bon, j'aimerais bien que tu expliques un peu plus cette histoire-là. Alors, je vous avais indiqué que la présence d'amis des cercles condensés du Doubs
et qui sont donc là présents. Donc, s'ils souhaitent intervenir, il n'y a aucun problème. Sinon, je donne la parole à Jean-Marie Fouquet. Oui, ben c'est une question courte, la réponse peut-être moins simple. Euh, J'avais le souvenir que lors de la dernière campagne électorale, Bernie Sanders avait marqué la campagne, hein, avait pris une importance, avait regroupé autour de lui un nombre non négligeable de militants, avec la perspective de construire un regroupement qui pourrait peser ensuite. Euh, J'avais vu un certain nombre de meetings avec en particulier AOC, comme on l'appelait, hein, qui avait semblé avoir un écho très, très important, et je n'en entends plus beaucoup parler, et tu n'en as même pas parlé. Alors qu'est-ce que c'est devenu des perspectives qu'ils avaient essayé de développer à ce moment-là? Et dernier intervenant avant que je redonne la parole à John, Jean-Paul. C'est l'autre, Jean-Paul, c'est pas moi. Non, c'est l'autre Jean-Paul. Jean-Paul Oui, Leroux. oui. Voilà. Moi, c'est une question simple. Je remercie beaucoup John pour le tableau qu'il a dressé, mais j'aimerais, si c'est possible, avoir aussi une idée de la situation dans le monde universitaire. Parce que récemment, là, sur la question de la Palestine, l'université a joué un rôle considérable dans un sens ou dans un autre. Il y a eu beaucoup de conflits. Et est-ce qu'il aurait quelques informations un peu plus précises sur les orientations actuelles du monde universitaire? Merci. John, à toi. Tu as plein Voilà, il faut se rappeler de toutes les questions. Alors, Stéphane, euh, oui, je suis d'accord avec ta remarque. Je vois Jill Stein qui reconnaît des propositions de paix émanant de Poutine. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais Poutine fait une propagande, soi-disant. Enfin, il donne la paix par la reddition de l'Ukraine. Euh, la classe ouvrière, oui, forcément, mais c'est pas tout d'un bloc. Quand dans le Michigan, par exemple, où il y avait les grandes usines automobiles, je suppose que les ouvriers africains-américains, qui étaient une très forte composante, ne réagissent pas de la même manière que d'autres. Et donc c'est très difficile à juger. Mais je suppose que oui, il doit y avoir des. Mais moi, j'ai pas visité les régions déshéritées où l'industrie a décliné. Et je pense que c'est des témoignages comme ça qu'il faudrait regarder. Euh, oui, il y a des désespérés, des gens qui ont chuté, qui ont perdu du terrain, qui votent pour Trump. Et il y a certainement des syndiqués, évidemment, mais des syndicats, moi je connais que deux groupes de syndicats qui votent officiellement pour Trump. C'est les syndicats de policiers, qui sont assez puissants, et puis les syndicats du bâtiment, de la construction, qui avaient déjà manifesté pour la guerre du Vietnam pendant enfin, on les voyait dans les manifestations contre la guerre du Vietnam, on les voyait qui nous, qui nous faisaient des signes hostiles quand on passait devant eux. Euh, le dirigeant du syndicat des Teamsters, il a choisi d'aller à la fois d'aller au congrès du Parti républicain, mais d'après un des rapports que j'ai lus, c'était pas pour soutenir le Parti républicain, c'était pour faire un plaidoyer en faveur des intérêts de la classe ouvrière, en disant que le Parti républicain devrait euh, faire plus attention enfin, vraiment à la classe ouvrière. Voilà quelques éléments. La question de Jean-Claude sur le rôle d'Israël dans la stratégie américaine, c'est un peu ça, hein. Moi, j'ai jamais souscrit à l'idée qu'il y a un seul gendarme des États-Unis au Moyen-Orient qui est Israël.
j'ai toujours pensé qu'il y avait au moins deux éléments. Israël, c'est sûr et c'est à long terme. Et puis, ils veulent un État arabe ou iranien ou turc. Il y a toujours eu une politique américaine. Enfin, l'Iran, c'était, quand ils ont perdu en 79, l'Iran, c'était un désastre. L'Arabie Saoudite, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quand Roosevelt rencontre Ibn Saoud sur son bateau, l'Égypte est devenue un pilier. Euh, donc, et puis peut-être que Israël peut coûter cher en argent et Israël peut coûter cher politiquement à l'intérieur des États-Unis. Donc, c'est pas vraiment si, je dirais que c'est pas si indéfectible que ça. Que, voilà, c'est dur à imaginer, mais enfin, de toute façon, Kamala Harris pourrait être plus flexible, nettement plus flexible que Biden et que Trump. Mais c'est quelque chose à explorer. Quels sont les liens? Est-ce qu'il y a des liens structurels entre Israël et les États-Unis? Euh, je n'ai pas d'idée particulière. Alors, la question de Jean-Marie sur Bernie Sanders, AOC, qui était tellement en pointe en 2020. Alors, il y a un article de Kim Moody, qui est un camarade de Solidarity, qui écrit dans Against the Current, la revue de ses camarades de Solidarity, et qui a été un des fondateurs d'ailleurs de Teamsters for a Democratic Union, le syndicat des camionneurs, l'opposition démocratique qui a fini par gagner. Et l'article est entièrement sur les espoirs soulevés en 2020, comme tu dis, par Bernie Sanders. DSA monte à 90 000 membres. Alexandria Ocasio-Cortez et tous les autres, la squad, deviennent l'égérie. Et ils montrent que... et donc, ils ont fait un accord avec Biden. Biden a donné à Bernie Sanders la présidence d'une commission du Sénat. Il y a eu des élus qui ont travaillé avec le Parti démocrate. Et puis l'évolution, c'est qu'au sein de DSA, de plus en plus de commissions, notamment la commission des affaires étrangères, a condamné les élus parce qu'ils ne respectaient pas les décisions du parti. Voilà, et donc il n'y a eu aucune contestation de Kamala Harris dans les primaires, ni de Biden ni de Kamala Harris. La contestation, elle a pris la forme d'un appel à prendre des mesures un peu plus pro-populaires, pro-ouvrières, qu'ils auraient plus de chances de gagner s'ils faisaient ça. Et donc, la conclusion de Kim Moody, c'est que cette option de travailler avec le Parti démocrate a été testée et a échoué. Et j'ai l'impression que la conclusion de Kim, c'est que donc travaille à la base et pas d'investissement électoral. Le dernier point, c'était... Il y a les étudiants et les universitaires. Ouais, ouais, parce qu'il y a la grande masse des universités américaines et il y a quand même le groupe des universités d'élite. Et c'est surtout dans les universités d'élite que ces mouvements pro-palestiniens se sont développés. Et d'après ce que je sais, alors mes chiffres, ça donne 123 000 Palestiniens américains, 123 000 immigrés palestiniens qui ont la nationalité américaine. Il y en avait déjà quand moi je vivais là-bas. C'est l'élite palestinienne, c'est des grands intellectuels et leurs enfants ont dû suivre dans
ce mouvement. Et d'après ce que je sais, ils sont très bien organisés. Ils sont très influents dans BDS International, Students for Justice in Palestine. C'est un mouvement qui veut servir les Palestiniens, la Palestine. Euh, alors, la question concerne aussi peut-être le wokisme, mais ça c'est encore un vaste sujet. Mais bon, à mon avis, enfin, il y a des excès aux États-Unis, mais la grande majorité de ce qui est dénoncé par la droite française, c'est faux. C'est plutôt, il y a une politique de répression des pro-palestiniens, il y a une politique de répression de la contestation de tout ce qui est raciste, de l'héritage esclavagiste et tout ça qui est tout à fait juste. Enfin, elle avait commencé, quand moi j'ai commencé à enseigner dans les universités, j'ai commencé en Californie en 89 et j'ai continué au Texas en 91. Et c'était l'année où le cours fondamental pour tous les étudiants, c'était le cours de histoire de la civilisation occidentale. Et il était remplacé par l'État de Californie et du Texas par le cours d'histoire des civilisations du monde. Et il fallait parler de Confucius et de Bouddha et tout ça. Et, euh, et ce mouvement s'est développé beaucoup, et il y a une résistance féroce, et il y a une répression féroce. Alors, il faut évidemment soutenir les droits démocratiques, mais il y a peut-être des... Moi, j'ai vu des cas de dérapage, de bavure. C'est quand on dit, quand les campements pro-palestiniens sont tenus par la surenchère maximaliste antisioniste, où, je ne sais pas, pour entrer dans le camp, il faut piétiner un drapeau israélien. Alors, je ne sais même pas si c'est vrai, mais il y a quand même des photos qui semblent dire qu'il y a au moins un cas comme ça. Il faut jurer qu'on est antisioniste. Voilà. Enfin, et, donc, il y a eu des bavures dans ce sens-là. Euh, il y a eu aussi à UCLA, qui était mon école pendant un moment, à Los Angeles, il y a eu un campement très fort qui a été attaqué la nuit par un groupe organisé par des groupes sionistes, peut-être en lien avec l'ambassade israélienne, des gens qui passent de stage dans les forces armées israéliennes et qui reviennent aux États-Unis avec les mêmes méthodes. Et comme dans les campements pro-palestiniens, il y avait plein d'étudiants juifs, les parents des étudiants juifs ont été complètement indignés, et il y a eu des remous dans la Fédération juive de Los Angeles, quoi. Donc, quelques, quelques éléments de réflexion. Eh bien, on va passer à une deuxième série. J'ai vu Bruno. Je n'ai pas vu d'autres mains se lever. Bon, ben alors, si personne. Si, j'ai vu Francis. Et moi, alors, j'ai vu Bruno, Francis, Robert et Rostéphane. Alors, Bruno, Oui, merci Francis. Henri. Attends, 2 secondes. Avant de te redonner la parole, tu n'as pas parlé des évangélistes qui Oui. jouent un rôle extrêmement important. Ce serait, me semble-t-il, important de rajouter quelque chose sur cette OK. question. Bruno, à toi. Oui, bonsoir toutes et tous. Merci à John pour toutes les informations qu'il nous a données et qui permettent évidemment de mieux saisir ce qui se passe. J'aurais deux questions à lui poser, mais avant ça, une petite remarque à faire au détour d'un personnage qu'il a cité tout à l'heure, même s'il n'a pas donné son nom. C'est cette chanteuse qui s'appelle Taylor Swift et qui soutient activement les démocrates et Kamala Harris. Je voudrais faire une petite remarque à ce sujet parce qu'on en parle rarement, mais ça me paraît relativement important. Alors, pour situer les choses, aux États-Unis, il y a une tradition très ancienne d'engagement des artistes, des milieux artistiques et culturels,
sur le plan politique, une tradition qui est beaucoup plus forte qu'en Europe et en France. Et on sait par exemple que dans la littérature, dans le cinéma et dans la musique, je vais y venir, il y a un soutien au Parti démocrate depuis très longtemps. Alors, ce qui est intéressant avec Taylor Swift, c'est qu'elle représente un courant musical qui, justement, échappe un peu au succès des démocrates dans ces milieux. En ce qui concerne la musique, les démocrates ont des points d'appui depuis très longtemps dans les courants musicaux noirs du style soul ou rap, dans le rock, dans le folk, dans la musique folk, mais rarement dans ce qu'on appelle la musique country. Or, Taylor Swift, c'est une icône de ce genre musical et c'est devenu un phénomène de masse absolument considérable en termes d'impact sur les réseaux sociaux, en termes de disques vendus, en termes de participation aux concerts, etc. Donc là, on a la chanteuse la plus populaire depuis quelques années aux États-Unis, qui est issue d'un genre musical euh, qui a été très longtemps rattaché plutôt aux républicains et qui représente la droite, pour le dire de manière un peu simple, mais quand même. Et elle a donc pris entre pied ce genre musical dont elle est issue et qu'elle représente encore en soutenant de manière très forte euh, les démocrates et Kamala Harris. Il se dit dans les médias, en tout cas en France, que ces prises de position pro-démocrates inquiètent énormément Trump et son équipe hein, en termes d'impact, et notamment, mais pas seulement, dans la jeunesse. Donc voilà, je voulais donner ce petit Tu éclairage, pas peux très bon sens. redire le nom du genre? Country music, Ah oui, bien sûr. voilà. Ou country and western, mais ça c'est ce qui se disait plutôt il y a quelques décennies déjà. Bon, je referme cette parenthèse et j'en viens au... Mais je le répète, ça me paraît constituer un enjeu important qui complète ce qui a été dit. Alors, les deux questions que je voulais poser à John sont les suivantes. Si on considère que l'un des enjeux du scrutin, c'est la capacité de mobilisation par Kamala Harris, ça a été dit, de la jeunesse, des femmes, des minorités raciales, entre guillemets, et de la classe ouvrière, les cols bleus pour le dire vite. Est-ce que, John, tu as le sentiment que ces dernières semaines, les thématiques de campagne de Kamala Harris et des démocrates vont permettre cette mobilisation de ces segments de l'électorat? Parce que si cette mobilisation n'a pas lieu, euh, malheureusement, Kamala Harris ne pourra pas l'emporter. Si elle a lieu, à mon sens, elle va l'emporter. Mais où en est-on ces dernières semaines? Parce qu'il y a des signaux qui nous ont été donnés d'après la presse française qui sont pas très rassurants. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est la première question. Et la deuxième, ça ira beaucoup plus vite. Il se dit parfois, même si on ne connaît pas exactement le programme de Trump, que ce qui en est annoncé est pire que le programme de Trump au moment où il a été élu. C'est-à-dire qu'à cette époque, on parlait plutôt de populisme très à droite, et là, il semblerait qu'il y ait des thématiques dans ce que dit Trump qui le rapprochent davantage de la menace néofasciste qu'on connaît bien, hélas, en Europe. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue là-dessus? Francis, Oui, je voudrais poser deux questions à John. Bon, la première, c'est en ce qui concerne les questions internationales, on comprend bien que ça ne fait pas partie des préoccupations majeures des électeurs et électrices américaines et que la question de la Palestine, la question de l'Ukraine sont plutôt exceptions hein, dans cet état général. Mais l'autre problème qui est la rivalité avec la Chine, le pivot pacifique, est-ce que c'est quand même un élément qui est présent dans le débat politique à l'occasion de ces élections? Et autre facette du problème, il y a visiblement un consensus sur les migrants, hein, le contrôle des mouvements de migration, mais comment ça rejaillit sur la perception qui est celle des évolutions en Amérique latine, au Venezuela en particulier, hein, est-ce que là, il y a des dissonances entre les Je deux peux pas. candidatures, hein? Et deuxième question,
Dans ce système américain, système électoral américain très, très, très particulier, euh, est-ce que, il n'y a pas un élément paradoxal de perturbation qui vient Je euh, ne peux pas. Visiblement, John est l'objet d'une autre sollicitation? d'une autre sollicitation. Allez, Excusez-moi. Voilà, je crois qu'il y a allez, rien. continue, Francis. Oui, non, je disais, par rapport à ce système électoral américain extrêmement particulier et bizarre, est-ce qu'il n'y a pas un élément paradoxal de perturbation dans le fait qu'une nouvelle fois, si Trump ne gagne pas l'élection, est-ce qu'il acceptera le Ah, verdict, le verdict de l'électorat? bonne question. Robert, Et moi, je partage un peu je partage l'interrogation qu'a évoqué Jean-Claude hein, sur les liens avec Israël. Donc, tu as répondu, mais ça reste quand même un petit peu mystérieux. Hein, bon, parce que c'est quand même assez énorme, alors qu'il y a effectivement, d'autres relais au Moyen-Orient. Moi, la question, est-ce que tu penses, bon, là, malheureusement, d'ici l'élection, les choses vont pas bouger. Mais est-ce que tu penses qu'après une victoire de Kamala Harris, il peut y avoir une évolution positive, c'est-à-dire une pression plus importante en termes, par exemple, de refus de livraison de certaines armes ou des choses comme ça, une pression plus importante de l'administration américaine sur Israël, ou est-ce que ça va continuer avec cette politique qui est une politique où on dit que Netanyahou, c'est pas bien, mais finalement, on fait rien de concret. Et ça, je pense que ça a quand même une grosse importance par rapport à la situation au Moyen-Orient. et Stéphane. Oui. Euh, euh, Est-ce qu'on peut... Kamala Harris, le clou de son programme, enfin, une revendication peut-être la principale, c'est le droit à l'avortement. Est-ce que cette question peut, à ton avis, ou est en train de mobiliser, euh, je dirais pas toutes les femmes américaines, mais peut-être euh, ça peut être quelque chose qui pourrait être décisif quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Deuxième question, comment se situe le capital financier, la grande bourgeoisie américaine? Est-ce qu'elle est divisée entre les deux, républicains et démocrates, ou est-ce qu'elle penche vers l'un ou l'autre? Euh, euh, et notamment, est-ce qu'on peut déjà voir comment réagissent les bourses, hein, le Wall Street, hein, parce que c'est quand même un indice important. Euh, et une question accessoire, euh, 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 on entend beaucoup de mobilisations d'un secteur ou de plusieurs secteurs importants de juifs américains, très critiques par rapport à la politique d'Israël, soutenant les droits des Palestiniens, avec des mouvements, notamment avec les t-shirts et les mouvements Not in our name, pas en notre nom, des mouvements qui paraissent d'Europe et surtout de France beaucoup, 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 beaucoup plus importants que les petites voix des petites associations en France. Euh, est-ce que, est-ce que tu confirmes cela? Est-ce qu'on peut parce que, parce que il y a quelques années, on avait l'impression que ce qui dominait parmi les juifs américains, c'était la grande association, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, de soutien à Israël, lobby israélien, pro-israélien. AIPAC. Voilà, qui avait une influence énorme. Mais avec le mouvement Black Lives Matter et d'autres, et surtout maintenant, depuis un an, on voit quand même des manifestations, même au Capitole. Enfin, ils sont extrêmement actifs. Est-ce que c'est une petite minorité ou est-ce que c'est un grand mouvement? Merci. Eh bien, il y a plein de questions pour lesquelles notre ami John va essayer de nous répondre, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse répondre totalement sur tout. Non, je ne suis pas un puits de sagesse sans fond. Euh, euh,
les évangélistes, moi j'ai toujours aimé, il y a une fraction des évangélistes avec qui on travaillait dans le mouvement contre la guerre du Vietnam, qui sont plus proches tu ne tueras point. Il y en a comme ça, il y en a quand même 20 ou 30% comme ça. Donc voilà. Mais alors, pour la théorie évangéliste, il y a deux points qui sont intéressants. C'est qu'ils n'aiment pas, bien sûr, Trump comme personnage, mais ils se disent c'est Dieu qui a choisi ce personnage un peu bizarre pour être son outil. Et puis, deuxièmement, sur la question des Juifs, il y a le truc qui commence à être assez connu quand même, qu'ils soutiennent la conversion des Juifs à, au christianisme, à la reconnaissance de l'arrivée du Messie. Et quand tous les Juifs seront réunis en Israël et reconnaîtront le Messie, Dieu reviendra sur terre. Sauf que la clause qui est moins connue, c'est que ils ne seront pas tous convertis. Et ceux qui refuseront encore au dernier moment d'être convertis, il faudra les tuer. Et de toute façon, les Juifs, c'est bien si c'est en Israël, mais c'est pas bien si c'est pas en Israël. Voilà, sur les évangéliques. Euh, alors, l'évolution dans les dernières semaines, je ne sais pas très bien. Je pense que Kamala Harris gagne du terrain chez les jeunes et chez les femmes. Moi, j'ai cru déceler que les zones plus molles, c'est l'inflation. Elle n'est pas très agressive sur la question de l'inflation. Et puis, l'immigration, je ne sais pas s'il y a une grande population qui vote, qui est sensible là-dessus. Donc, tout ça, ça reste très. Et puis, la dernière question, c'est les attaques préventives de Trump en disant que Kamala Harris va faire un désastre face à la tornade, face à l'ouragan qui s'abat sur la côte Est. Mais j'ai pas vraiment, ça c'est au jour le jour, j'ai l'impression que ça se joue sur très peu de choses. Est-ce que Trump est plus fasciste aujourd'hui? Sans doute parce qu'il y a eu l'expérience du pouvoir, il y a eu contre-offensive, il y a eu résistance et contre-offensive, ça devient de plus en plus craignos. Ben comme Francis l'a vu, j'ai été un peu perturbé pendant ton truc, j'ai pas bien compris, mais bon. c'est- c'est- Euh, Taylor Swift, ben oui, country and western, c'est plutôt à droite, mais il y a toujours eu une fraction de la gauche qui a aimé le country and western. En tout cas, bon, mais merci pour la précision, Bruno. Euh, Alors, si tu n'as pas entendu Francis se fera un plaisir de répéter ce qu'il a demandé comme précision. Non, c'était d'une part, est-ce que la question de la rivalité avec la Chine est présente dans le débat? Et la deuxième question, c'est est-ce que on a des indices sur la possibilité ou non de Trump d'accepter une éventuelle défaite? Ah oui, 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 oui. Le deuxième, j'avais entendu. Sur la Chine, moi, je vois très peu de références à la nécessité de combattre la Chine. C'est comme si c'était accepté ou pas discuté. Et sur l'acceptation de Trump, non, je pense qu'il annonce que on va essayer de lui voler l'élection comme la dernière fois et qu'il faut se préparer à résister à ce vol. Euh, la dernière demande sur les milieux financiers, je ne sais pas très bien. Il y a des articles qui disent quels sont les groupements qui sont plus pro-Trump et quels sont les groupements financiers qui sont plus pro-Kamala Harris. La masse des Juifs critiques, euh, le groupe que tu citais là, c'est un lobby. C'est effectivement un groupe de pression parlementaire avec des permanents qui s'appelle American Israeli Political Comité d'action politique américain-israélien. Et
ils obtenaient ce qu'ils voulaient, mais je ne sais pas si ça voulait dire qu'ils étaient très soutenus à la base. Les- la population juive, elle a plutôt soutenu les mouvements féministes, syndicalistes, Black Lives Matter. Tout ça, c'est démocratie. Et les organisations, moi, j'en ai découvert une autre qui est encore plus modérée au milieu, hein, puisqu'on connaissait, il y a la Voix juive pour la paix, JVP, il y a pas dans notre nom, il y a Si pas maintenant, quand. C'est des groupements quand même, c'est des groupements assez larges, mais plus grands que les équivalents français, qui n'ont pas l'air d'être tout à fait des équivalents. Mais j'ai découvert qu'il y a la revue qui descend de la revue Yiddish qui tirait à des centaines de milliers d'exemplaires, qui s'appelait Vorwärts, qui s'appelle maintenant Forward, qui est très un petit coup, enfin, il donne la parole aux critiques de façon très large. Donc je pense que c'est plus important aux États-Unis qu'en France dans les cercles juifs. L'explication, ça c'est pas à voir ailleurs. Bon, et alors donc, je vais maintenant donner la parole à nos amis qui s'appellent Pugging. En fait, Oui, ça correspond à nos amis du cercle Condorcet. c'est moi. Je ne sais pas quelle est la personne qui va s'exprimer, mais elle va le faire. Et après, il y aura Brigitte, dont je viens de voir qu'elle avait levé la main. À vous, nos amis de Condorcet, si on vous entend. Merci Henri, tu m'entends? C'est parfait. Bon, maintenant que c'est Jean-Paul. Bonsoir à toutes et tous. Merci à John. On a réussi à suivre son exposé qu'on a trouvé, en tout cas moi, absolument magistral. Donc, j'ai une question à poser, mais avant de poser la question, je voudrais revenir sur l'idée que Trump est-il plus dangereux encore que lors de la précédente élection américaine? Voilà. Pour moi, la réponse est oui, et je voudrais que John puisse nous donner des informations sur son programme quand il dit, par exemple, j'appliquerai la loi martiale, par exemple. Il y a tout un programme derrière, hein, d'épuration de l'administration américaine. Donc voilà, est-ce que John pourra nous dire quelque chose? Mais ce n'était pas là-dessus que je voulais essentiellement intervenir. Je pense que le danger fasciste, enfin néo-fasciste, est encore plus important maintenant pour des raisons plus profondes. Et l'historien que je suis va faire un détour par l'histoire. Lors de la crise des années 30, la crise a été d'une violence inouïe en Allemagne et aux États-Unis. Un peu moins aux États-Unis, mais quand même. Et aux États-Unis, il y a eu, lors de l'élection présidentielle, un candidat démagogue, dont le nom m'échappe, je me demande si c'est pas Wallace, mais qui a été battu à plate couture par Roosevelt. En Allemagne, rien de tel. En Allemagne, rien de tel. Et pourquoi? Eh bien, parce que les Américains avaient encore confiance dans leur démocratie. C'est ça la clé de l'histoire. Est-ce que aujourd'hui, ce danger néofasciste représenté par Trump ne s'insère pas dans une crise générale de confiance dans les institutions, dans la démocratie américaine, comme il y a d'ailleurs une crise de confiance en France? Merci John de bien vouloir répondre. Et puis, un petit clin d'œil, John. Merci d'avoir parlé du Michigan, parce que tu sais aussi que j'ai des attaches familiales dans le Michigan. Et donc, ça m'a particulièrement touché. Et ça, je sais que tu le savais. J'ai terminé. Brigitte, il faudrait faire fonctionner ton micro, Brigitte. Brigitte, Oui, voilà. voilà. Juste une petite précision, mais ça a son importance. La musique de Taylor Swift, ce n'est pas de la country, c'est un mélange. C'est pour ça qu'elle séduit autant de jeunes. Elle fait du R&B, elle fait de la pop, elle fait du country, qu'elle mélange complètement dans son style de musique, et c'est pour ça qu'elle atteint énormément de jeunes. D'où l'importance de sa prise de position pour le vote pour Kamala Harris, parce elle touche beaucoup plus de jeunes que si elle se contentait de faire de la country. Bon, ça, c'est à part. C'est, moi, ce qui m'a gêné, enfin, ce- merci pour tous les renseignements donnés, mais ce qui me gêne, c'est les basistes. Je ne comprends pas
comment des militants avertis aux États-Unis ne peuvent pas voir le danger fasciste de Trump, parce que c'est bien gentil de faire du travail à la base, mais s'ils sont en prison, ça m'étonnerait qu'ils puissent en faire beaucoup. Or, d'après le programme de Trump, il va faire du nettoyage. Donc, je vois pas comment des militants de gauche pourraient continuer d'intervenir dans un régime qui ne serait plus démocratique. Et ce qui me semble curieux, c'est que ces militants ne, ne, ne se rendent pas compte du danger, parce que la première chose à faire, c'est d'empêcher Trump. C'est ça, je ne comprends pas bien que des mouvements dits révolutionnaires s'obstinent comme ça à être hors la réalité. Et puis, autre chose sur la question des travailleurs qui votent Trump. J'ai vu un reportage il y a peu de temps sur l'Ohio, où c'est un État sinistré, absolument sinistré, et où les gens disent, oui, mais nous, on vote Trump parce que Trump, il est pour l'ouvrier. Voilà. C'était assez sidérant. Et on voit ces gens au milieu des ruines, les maisons en ruine. Il y a plus rien qui fonctionne. Et les usines sont envahies par la végétation. Il n'y a plus rien. Et quand même, ils votent Trump parce que Trump est pour l'ouvrier. C'est le même phénomène que chez nous, les ouvriers qui votent Marine parce qu'elle, elle est pour la retraite à 60 ans. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. John, à toi. Ouais, je ne sais pas, les interventions sont riches en elles-mêmes. Euh, pour la musique, je pense que c'est sans doute important. Moi, je me sens pas très bien équipé, mais le petit débat qu'on a eu, c'est tout à fait significatif. Et tout le monde dit que le soutien de Taylor Swift a eu un énorme impact. Donc, bah, c'est dans le mouvement contre la guerre, les concerts de rock allaient de pair avec les manifestations contre la guerre. Euh, il n'y a pas de particulier là que j'ai retenu. Si tu n'as pas répondu à Jean-Paul, Oui, sur quoi? Jean-Paul Bruck. Ah oui, non, mais est-ce que les Américains ont encore confiance dans la démocratie? Euh, bah, les majorités jusqu'à présent, oui, mais est-ce qu'ils savent encore ce que c'est que la démocratie? Oui, enfin, c'est un combat à mener, je pense, oui. bon, ça demanderait une longue discussion dont je ne suis pas sûr qu'on puisse l'avoir totalement ce soir. Je vais voir si d'autres amis veulent intervenir. Sinon, moi, j'ai une interrogation. Dans le système états-unien, il y a un système de spoil system, justement. On remplace des tas de postes après les élections. À partir de ça, le fait que Trump dise ils veulent changer beaucoup de responsables administratifs et autres, c'est faire ce qui se fait déjà en accélérant, bien entendu, fortement. Tout ça pour dire que le risque dont tu ne sais pas quelle est l'importance qu'il aura, c'est un risque réel et enfin, si tu ne peux pas en dire plus, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus euh, avoir des réponses à tout lorsqu'on ne sait pas, mais j'insiste enfin, l'idée que la dernière fois, il a refusé de reconnaître sa défaite alors qu'elle était totalement évidente, enfin, montrée par les chiffres, et que cette fois-ci, il est en train de dire exactement la même chose,
c'est quand même une question tout à fait importante. Est-ce que tu as quelques lumières sur ce problème-là? Sinon, je vois que ton ami Roland est arrivé, mais il n'a pas levé la main à ma connaissance. Non, le facteur sur la loi martiale, ce que les articles que j'ai lus indiquent, c'est que euh, Trump, quand il a essayé de faire intervenir l'armée, mais l'armée, les dirigeants de l'armée ont refusé. Donc ça reste un enjeu, quoi. Alors, sinon, il y a Françoise Deslilas, qui est peut-être pas Françoise d'ailleurs, mais à qui je vais donner la parole. Par contre, Brigitte, est-ce que tu as relevé la main ou est-ce que tu as oublié Oui, de la... oui, Bon, oui. donc ce sera Françoise plus Brigitte. Allez, Françoise, à toi. Oui, oui, c'est bien Françoise. Je m'excuse, mais j'ai pas de caméra. Moi, je voudrais poser une question sur le financement des campagnes électorales, surtout celle de Kamala Harris, puisque les financements sont essentiellement privés et sans limite, comme tu l'as rappelé. Est-ce que tu peux donner justement les entreprises qui financent sa campagne, ce qui peut jouer un rôle important, notamment au niveau écologique, etc. Et deuxième question liée au financement aussi, est-ce qu'elle a su susciter, comme Bernie Sanders l'avait fait de son temps, des financements tout petits, mais par millions, ou je ne sais plus, j'ai oublié les chiffres, mais c'était absolument impressionnant. Voilà, merci. J'ai pas tellement d'éléments sur les donations. Donc, tu ne peux. Mais on a signalé que quand il y avait la discussion sur est-ce que Biden est trop vieux pour continuer, ou est-ce qu'il faut le Oui. remplacer, l'indice, c'était que les donateurs, les très gros donateurs, commençaient à ne plus avoir confiance dans Biden. C'est eux qui décident. Donc, est-ce que c'est un signe que les choses iraient plutôt dans le bon sens? Bon, il ne sait pas répondre, donc je donne la parole maintenant à Brigitte. Oui, alors Qui me donnera la parole? tu n'as pas Oui, oui. répondu, John, sur les basistes. Ah, les Euh, basistes. oui, effectivement, dans les états bascules, il suffit de très peu pour qu'il y ait bascule. Peut-être que c'est quand même important de savoir quel est le pourcentage de, entre guillemets, non-vote qui pourrait faire basculer pour Trump. C'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que on craint une guerre civile euh, en cas de si Kamala Harris est élue, et que Trump refuse à nouveau le résultat, est-ce qu'on risque une guerre civile euh, aux États-Unis? Avant de redonner la parole, Roland qui a demandé à s'exprimer. Ouais, c'est à voir, mais bon, la question, je ne sais pas si c'est possible d'y répondre, ou en tous les cas, est-ce qu'on a suffisamment d'informations? Dans la question de l'administration américaine et la question des agences, FBI, CIA et bien d'autres, quelle est leur attitude dans le contexte actuel? Parce que ça, on ne le voit pas trop, en tous les cas ici en France, dans les débats autour des élections américaines. Quel est le point de vue de ces agences entre Harris et Trump? Est-ce qu'il y a des indications? Bon, je suppose que toi, John, en tant qu'Américain, tu suis un peu plus peut-être l'actualité américaine et ses éléments, mais ça me semble aussi avoir autant de poids, ou sinon quasiment autant de poids que les riches contributeurs. Voilà, j'ai fini. Et il reste une intervention de Noufissa qui vient de lever la main. À toi, Noufissa. Il faut mettre ton micro. Oui, oui, c'est uniquement une petite précision.
par rapport au soutien indéfectible des États-Unis à Israël. Tu as dit qu'il y avait aussi il n'y a pas qu'Israël, il y a le soutien aussi d'un certain nombre d'États dans la région, tels que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Je visionnais il y a quelques jours une vidéo de Sylvain Sipel qui disait que non, c'est ce qui se passe, ce qui est différent, c'est que la population israélienne est complètement pro-américaine, pro-US. Si on laissait le libre choix au peuple de la région, de l'Arabie Saoudite, d'Égypte, etc., eh bien, ils ne seront pas du tout pour les États-Unis. C'est pour ça que ce soutien est très, très, très fort entre les États-Unis et Israël. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, je vais redonner la parole à notre ami John. Il est 20h10 presque. Oui, Si, si d'autres camarades souhaitent intervenir après les réponses que va donner John, ce serait bien de lever maintenant la main, parce que s'il n'y a plus vraiment d'autres demandes d'intervention, on pourra terminer après. Alors, à toi, John. sur les basistes, euh, moi, j'ai certaines affinités avec eux par 60 ans de militantisme, ou presque, euh, parce que moi, mon organisation, le SWP, c'était un parti trotskiste, on présentait un candidat qui faisait de la propagande révolutionnaire, socialiste. Tout ce qu'il disait, c'était juste et correct. Et on savait bien ça n'allait rien changer. On allait recruter 100, 200, 1000 nouveaux adhérents. Et c'est tout ce qu'il fallait faire. Et donc, on s'en foutait. Mais à force de faire ça, et puis en plus, comme chaque petit groupe sectaire, il veut en faire autant, on se retrouve avec 7 ou 8 petits groupes sectaires qui ont chacun leur candidat socialiste plus ou moins révolutionnaire. Ça sert à rien. Il vaut mieux faire un travail à la base, puisque de toute façon, ça sert à rien de voter pour les démocrates ou les républicains. Il vaut mieux faire le travail à la base. Et c'est un peu ce que je ressens dans certains camarades avec qui je parle aujourd'hui. Et puis, là, Kim Moody, il pointe la déception de l'expérience Bernie Sanders. Il donne des chiffres où les organisations démocrates de gauche se sont gonflées, ont recruté beaucoup de permanents, et elles ont été, à mesure que le truc reculait, elles ont été forcées de les licencier. Guerre civile, moi je vois, il y en a qui disent Dan Labotz, que je trouve très bien, il avertit contre le danger de guerre civile. Alors ça prendrait la forme d'États qui reconnaissent la victoire et d'États qui ne la reconnaissent pas. Et ça pourrait oui, ça pourrait aller assez gravement là-bas. Et, et Nufissa, je ne sais pas très bien comment répondre. La population des pays arabes n'aime pas vraiment les États-Unis et la population israélienne adore les États-Unis. Comment juger? Je sais pas, il y a beaucoup de Marocains ou d'autres qui aiment les États-Unis, malheureusement. Et puis, il y a pas mal d'Israéliens qui sont un peu traditionalistes et qui les aiment pas. Enfin, c'est un élément à considérer, oui. Bon, les amis, je me répète, si d'autres camarades et amis veulent intervenir, c'est le moment de le faire. Il n'a pas répondu sur la question des agences. Tu n'as pas répondu exact. Oui, alors parce que j'ai pas entendu agence de quoi?
les agences, ce qu'on appelle agence, ça veut dire la CIA, le FBI, tous les structures, je dirais, de renseignement, de services que tu as aux États-Unis, il y en a un certain nombre. Quelle attitude ont-ils dans ce débat aujourd'hui? Bon, je veux dire, au moment de la de la tentative de Bush, oui, de Trump, de la prise du Capitole, il y a visiblement un certain nombre de structures qui se sont positionnées au niveau de ces agences d'État. Voilà. Ben, je ne suis pas spécialiste du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des divisions. Il y en a qui ont obéi aux ordres et il y en a qui ont jugé qu'il avait outrepassé son mandat et qu'ils n'avaient pas à obéir, comme on a vu dans l'armée, où les généraux refusaient de réprimer Black Lives Matter. Enfin, la réponse des généraux, c'était que l'armée, c'est pas fait pour maintenir l'ordre, c'est fait pour défendre le pays à l'extérieur. Oui, oui, non mais. Ok, bon, les amis, je pense que avant de nous quitter, je voulais vous signaler que la prochaine réunion en Zoom, en visioconférence, que la Commission internationale d'ensemble organisera, aura lieu le lundi 21 octobre, toujours à 18h30. Ça sera animé par un camarade et ami qui s'appelle Raphaël Granvaux, qui vient de sortir un livre dans le cadre de son activité dans l'association Survie. Et ça porte sur euh, les, les interventions militaires de la France dans les pays du Sahel et les résultats ou les mauvais résultats que ça a pu donner et les conséquences que ça a actuellement dans les mauvaises relations, enfin les très mauvaises relations d'un certain nombre de pays de la région par rapport à la politique enfin, colonialiste encore, même soft de la France a continué à avoir dans ces pays depuis longtemps. Voilà. Je pense qu'il faut remercier John pour avoir essayé de répondre, mais malheureusement, Merci, merci, John, merci. par définition, ne peut pas répondre à tout. Et donc, on le remercie, j'applaudis et à bientôt, j'espère. Merci, John. Oui, Au- merci beaucoup pour toutes ces infos. Moi, j'ai au- pas eu le temps de te poser des questions, c'était sur les états bascules, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas Ah, pu. ben, il y a encore. Non, Non. non, non. Allez, Merci, John. allez, au revoir. Ciao, Au ciao. revoir. À Ciao, ciao. bientôt. Ciao tout le monde.